Mais est-ce que l'on peut du coup s'autoriser à continuer à faire les mêmes sciences sociales que je dirais amplifiées par le numérique et ses capacités de calcul, avec le machine learning en général, chose que l'on peut faire tout à fait en digital humanities, en humanité numérique, je l'ai fait avec d'autres collègues, donc ça c'est pas un problème. Ça s'appelle effectivement plutôt, puisque vous êtes dans l'innovation, plutôt de l'innovation incrémentale. Donc on peut faire ça, et c'est très légitime de ce point de vue. Mais j'essaierai aujourd'hui d'insister sur le fait que nous devrions plutôt admettre qu'il est possible là de mettre sur pied une innovation de rupture au sens du coup dans le domaine conceptuel, vous voyez, puisqu'il existe désormais une nouvelle époque de quantification, et cette époque de quantification est très importante à prendre en compte en la comparant à des époques précédentes où l'on quantifiait le social, puisque c'est pas de maintenant qu'on quantifie le social, évidemment, mais l'intérêt c'est que désormais nous avons la possibilité d'accéder à des questions, à des sources, à des problèmes qui avaient été complètement sous-estimés et avec des points de vue qui ont été même carrément disqualifiés. Je me situe du coup dans la lignée de Tard, et vous voyez, Tard, c'est les années 1890. Donc c'est quand même très loin apparemment. En réalité, la question conceptuelle qu'il a posée reste posée autour de ses travaux sur l'imitation, et c'est donc dans cette lignée-là que je vais me situer. Nous entrons dans l'âge des propagations, dans l'époque des propagations. Et ces propagations, elles reposent sur la collecte massive de traces, ce qu'on appelle le big data, qui n'est pas seulement la quantification de ce qui existait avant, c'est-à-dire des sondages ou des recensements encore plus énormes de tout un tas d'activités, mais aussi de traces spécifiques produites par un dispositif technique qui est celui des plateformes du web, en l'occurrence les GAFAM. Et tout ça au bénéfice de qui? D'abord au bénéfice des marques. Vous voyez que c'est plus du tout le même dispositif d'intéressement. Et là, ici, nous avons affaire désormais non plus à de l'opinion, c'est très important de faire la distinction, mais à des traces de comportement, micro-traces. Il s'agit bien de votre clic, de votre durée de présence sur une page, de l'ensemble de vos connexions, certes, mais surtout des choses extrêmement éphémères, quelquefois, qui sont calculées à la milliseconde. Et de fait, on a la possibilité d'analyser les corrélations dont je vais parler. C'est le principe de traçabilité. Sur le plan statistique, nous n'avons pas encore réellement de validation des conditions de robustesse, j'allais dire, de la traçabilité. Eh bien, nous sommes là désormais dans la nécessité de construire l'ensemble de ces critères de validation. Quand vous entendez parler de tweets per second, par exemple, c'est l'indicateur clé pour mesurer comment un certain nombre de choses se propagent et comment ces traces accumulées peuvent générer des scores et du ranking. Les critères de qualité sont ceux du big data, volume, variété et vélocité. Nous allons pouvoir donc utiliser la vélocité. Ça, c'est le point nouveau qui n'existe dans aucune des approches précédentes. Et les corrélations prédictives, c'est ce que nous propose le machine learning, nous annonce l'IA. Et puis nous avons Internet, le web et le big data. Vous le connaissez bien, c'est ça, cette infrastructure technique qui change l'ensemble de nos paramètres de connaissance et qui donc justifie, du point de vue des sciences sociales, d'adopter un point de vue spécifique, d'adopter un angle d'attaque assez différent sur les types de données et de problèmes qui sont soulevés à travers ça. Et les data scientists font des sciences sociales à tour de bras sans s'en rendre compte non plus souvent, même les physiciens viennent dans le champ des sciences sociales très souvent. Eh bien, la question est qu'à chaque fois, on distribue de l'agentivité. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on dit qui est l'acteur principal d'un problème, d'une situation et d'un ensemble de données. Et là, il y a plusieurs points de vue. Il y a effectivement des points de vue, des standpoints qui sont vraiment différents. Et là, je le transforme donc en discussion sur des points de vue. Et ce qui m'importe, c'est justement de vous faire comprendre à quel point il ne suffit pas d'avoir des grandes masses de données. Il s'agit d'être averti, d'être aware, d'être conscient du fait que nous avons des types d'approches et de points de vue différents, quel que soit le type de données qu'on utilise à la limite. Et qu'il faut bien comprendre que le big data nous permet d'introduire un autre point de vue, sachant que pour autant, ça n'invalide pas les autres points de vue. Quel est le point de vue que l'on adopte, c'est-à-dire à qui on distribue de fait l'agentivité principale. Et de fait, toutes les sciences sociales des structures sont en réalité des façons de distribuer l'agentivité. On va parler de systèmes, de reproduction, de causes finales, de patterns, etc. Toute l'économie comme la psychologie ont construit du coup tout un dispositif théorique où l'accent est mis sur l'agentivité de l'individu, de l'acteur rationnel,
qui est capable de prendre des décisions. Donc, moi, je propose de faire le troisième point de vue, qui est celui des propagations, où la généalogie, c'est l'imitation, et la traçabilité. Et là, on va parler d'événements, d'incertitudes, de propagation, de chaos, de crise, etc. Et on va s'intéresser à quelle entité agissante? Eh bien, ce seront des entités circulantes, c'est-à-dire des idées, des mèmes, qui vont produire des ondes, etc. Toutes choses qui n'ont pas droit de citer quasiment dans les deux autres approches, puisqu'en réalité, c'est toujours des décideurs d'un côté, ou bien il y a des structures sociales de l'autre. Là, il y a aussi des choses qui nous transpercent, qui nous traversent, qui sont des influences d'un autre type, qui ne sont pas forcément organisées autour d'une intention de stratège. Il y a des choses qui font que vous vous trouvez dans la rue à ce moment-là, ou que vous êtes sur le web et que vous avez parcouru, vous avez traversé fait un parcours dans le web et vous vous trouvez percuté par un mème qui, de fait, va rester dans votre esprit pendant un moment. Donc, le statut des acteurs humains change. On peut aussi commencer à les considérer comme des véhicules pour la propagation des mèmes. Et là, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à faire, mais que la théorie de l'acteur réseau nous avait commencé à habituer à faire, c'est-à-dire on pense comment les artefacts jouent un rôle, que ce soit des textes, des signes ou des objets eux-mêmes, et qu'ils construisent les situations et qu'ils nous font agir. Je passe sur le tipping point parce que Gladwell, qui est un des éléments clés dans l'analyse des propagations, effectivement, il y a un moment où il y a effectivement ça franchit un seuil, ça décolle et ça s'étend comme le feu. Il reste un dispositif qui est absolument génial pour faire des tests expérimentaux dans un domaine, ce que j'appelle dans un terrain expérimental naturel fabriqué, c'est Twitter d'un côté et les mèmes de l'autre. Et j'appelle ça les drosophiles des sciences sociales de troisième génération. Pourquoi? Parce que Twitter, c'est un artefact, certes, mais il crée les conditions d'une viralité extraordinaire qui, précisément, va nous permettre de comprendre ce qui circule et nous y intéresser. La drosophile, c'est ce qu'on appelle la mouche à vinaigre, quelquefois, c'est celle qui a servi, qui a été utilisée, alors qu'elle n'a aucun rapport apparemment avec les mammifères, par exemple, mais elle a servi à tester des modèles en génétique, notamment sur les questions de chromosomes, etc. Et donc, il y en a des millions, c'est disponible en quantité, et on pouvait faire ce qu'on voulait avec, sans trop de questions morales, ou plutôt éthiques sur la vie et la mort de la pauvre drosophile. Twitter, de ce point de vue-là, est ce que j'appelle une machine mémétique, avec cette alerte à haute fréquence qui a été lancée. C'est notamment le bouton retweet, inventé en 2009, qui est absolument clé pour nous encourager. Il n'y a qu'à appuyer sur le bouton pour que ce soit propagé. Évidemment, tout le monde le fait, y compris 60% de ces retweets ne sont pas lus avant. C'est juste parce qu'il y a soit le nom d'auteur, soit le titre ou une photo, soit un hashtag, et on y va, on les relance. Et donc, la brièveté du message joue un rôle, le hashtag joue un rôle, et les trending topics amplifient ça, puisque tout Twitter fonctionne autour de ça. La contrainte, c'est que du coup, on voyait bien que du point de vue des sciences sociales, nos traces sont en réalité captées par ce que j'appelle l'oligopole de l'attention numérique. L'attention numérique, c'est effectivement les plateformes GAFAM et Twitter qui les captent. Mais ils les captent, non seulement ils les captent, mais ils les commercialisent, ils les analysent, et ils les analysent prétendument bien mieux que les social scientists et les sciences sociales, bien évidemment, puisqu'ils ont un volume et ils peuvent tester tout ce qu'ils veulent comme corrélation. Mais qui a la responsabilité? Là, c'est un autre sujet. Du point de vue éditorial, c'est jamais eux, c'est toujours les individus qui ont posté tel poste. Ils n'y sont pour rien. Et donc, vous voyez tous les problèmes dans lesquels nous sommes. Donc, l'enjeu de régulation de ces plateformes-là, il n'est pas seulement un enjeu sur l'expression, sur la liberté d'expression, sur les fake news, etc. Il est un enjeu aussi d'accès pour les sciences sociales à ces données-là, qui sont des outils extrêmement riches pour une société, pour acquérir une forme de réflexivité nouvelle qu'elle ne pouvait pas avoir à ce niveau de granularité.